Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 1945, voici les titres de cette édition. Les inondations prises très au sérieux par le gouvernement, déclenchement aujourd'hui du plan Orsec régional pour les départements de Pikine et Rufisque, le gouverneur de Dakar sera dans ce journal. Naufrage de pirogue, des morts, des disparus, un bilan très loin de celui de la catastrophe du Diola, mais suffisant pour réveiller un douloureux souvenir. La commémoration le 26 septembre prochain des 17 ans de la tragédie a fait l'objet d'une conférence de presse ce mercredi. Changement à la gendarmerie nationale, le général Jean-Baptiste Tine nommé haut commandant à la place du général Chersen. Le nouveau boss de la maréchaussée, 58 ans, est un homme du sérail, fils d'un ancien officier de la gendarmerie. Forum des caisses des dépôts et consignations, la CDC sénégalaise présentée comme modèle économique pour le financement des infrastructures. La rencontre s'est tenue à Dakar. Et puis Libéria, un grave incendie dans une école coranique, un bilan très lourd, 28 personnes tuées par les flammes. Bienvenue dans ce journal. Avant tout, une grève générale qui risque de paralyser le commerce durant 3 jours. Les commerçants du Sénégal prévoient de fermer boutique les 23, 24 et 25 de ce mois. Ces marchands du secteur informel se plaignent de l'augmentation des frais de douane sur leurs conteneurs au port autonome de Dakar, une augmentation qu'ils jugent anormale. Le plan Orsec régional déclenché aujourd'hui, le gouverneur de Dakar en a fait l'annonce. Les départements de Pikine et de Rufisque sont concernés pour le moment. Écoutons à ce propos le gouverneur Al-Hassan Sall, joint au téléphone par Alassane Samba Diop. Suite aux pluies enregistrées dans la période du 9 au 16 septembre, il nous a été signalé des situations d'inondation dans certaines localités de la région de Dakar. Hier, avec M. le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Assainissement, nous avons fait le tour de quelques localités et avons pu constater de visu ces difficultés. Au terme de la visite, il a été décidé de déclencher le plan Orsec régional pour aider, appuyer les populations sinistrées de manière efficiente en mobilisant les moyens qu'il faut. Les populations disent que le plan Orsec a été déclenché un peu trop tard, que vous auriez dû le faire bien avant. Je ne pense pas, parce que pour déclencher le plan Orsec, il y a un certain nombre de dispositions à prendre. Dans un premier temps, il faut que les autorités les plus proches de l'événement manifestent leur incapacité du point de vue matériel à gérer la situation en question. Alors, une fois que c'est constaté, évidemment, on se tourne vers l'autorité supérieure, ce qui a été le cas. Donc, depuis le début des pluies, nous avons suivi la question et avions estimé que les autorités locales, donc les autorités déconcentrées, en relation avec les autorités territoriales, étaient en mesure de pouvoir gérer cette situation. Pour faire face à ces inondations, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement est descendu sur le terrain en compagnie de son homologue de l'Intérieur, Serigne Mbaye Thiam et Aly Ngouille Ndiaye se sont rendus dans la banlieue dakaroise. Un plan d'urgence de 700 millions de nos francs y est annoncé. Le ministre Serigne Mbaye Thiam. Nous avons constaté que des moyens supplémentaires doivent être déployés. Et c'est sur la base de cette expression de besoin que le ministre de l'Intérieur a pris bonne note par ses services et les instructions nécessaires et les moyens seront dégagés pour un achat supplémentaire de tuyaux, de refoulement des eaux qui sont pompées et avec des motopompes et des électropompes, y compris dans certains quartiers des hydrocureurs aussi qui seront achetés pour faire face à la situation. L'autre objectif aussi de la visite, c'était d'apporter le réconfort du gouvernement aux populations qui sont impactées par les inondations. Nous voyons que la situation est extrêmement difficile. Ça, ce sont des réponses rapides en attendant de mettre en œuvre les solutions structurelles que le gouvernement compte engager dans le cadre de la poursuite du programme décennal de lutte contre les inondations.
Deux pirogues qui chavirent presque simultanément en des endroits différents. 4 morts au large de Dakar lundi soir, 4 disparus du côté de Joal. D'anciens pêcheurs se prononcent sur la fréquence de ces accidents en mer et cela vire au procès de leurs cadets. Les jeunes, selon leurs aînés, sont peu soucieux des consignes de sécurité à cause de l'appât du gain. C'est un sujet de Youssouf Konté Barasso. Plage de Ouakam. Au pied de la mosquée de la Divinité, l'ambiance est joviale. D'anciens pêcheurs qui ont blanchi sous le harnais, trouvés sur les lieux, dissertent sur le rapport à la météo. Auparavant, il n'y avait pas de météo. Nous respections les textes. C'est comme ça. Avant de sortir, bon, les vieux nous donnaient souvent des informations. À cette période-là, c'est l'hivernage. Il faut vous méfier des premières pluies, surtout les premières pluies. Les premières pluies sont accompagnées de foudre. Vous avez vu, on a constaté ça récemment. Il y a beaucoup de foudre. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi les jeunes sont récidivistes et persistent dans l'erreur. Ils gardent toujours une attitude de défiance vis-à-vis des mesures de sécurité. Avec l'ANACIM, là, ils font un grand travail, mais ce n'est pas encore respecté par les jeunes. Les pêcheurs sont un peu têtus. Ils sont têtus, c'est ça la cause des accidents. La météo, maintenant, il faut qu'on la respecte. Autrefois, ils disaient, la météo, ils racontent des histoires, ils tâtonnent. Mais maintenant, ils savent que la météo, maintenant, c'est une réalité. Ces anciens pêcheurs qui ont bravé toutes les écumes des vagues invitent les plus jeunes à plus d'attention et de respect des consignes de la météo pour minimiser les risques de naufrage qui sont le plus souvent fatals. Sous l'orage, faites attention donc, pas besoin de convoquer un conflit de génération. Le naufrage de l'îlot Sarpan a réveillé le douloureux souvenir d'un certain 26 septembre 2002, la proximité de la commémoration des 17 ans de la catastrophe du bateau le Diola y est pour quelque chose. Le comité d'initiative pour l'érection d'un mémoire musée, le Diola, a fait face à la presse ce mercredi à la place du souvenir africain qui porte bien son nom. La justice pour les victimes et la prise en charge des orphelins sont toujours d'actualité. Le porte-parole du comité, Samsidine Aïdara. Je peux dire que ce sont les mêmes revendications qui reviennent chaque année, car à chaque fois on en parle, mais jusqu'à présent ce n'est pas fait. Donc il y a bien entendu la question de la justice. Tout le monde a suivi comment ça s'est passé au Sénégal, mais nous ne cessons de réclamer justice. Il y a la question de la prise en charge des orphelins. Donc à l'époque du drame, près de 1900 orphelins avaient été recensés. Sur ces 1900-là, 10 ans après, une minorité a été déclarée pupille de la nation. Et malheureusement, nous sommes au Sénégal. Nous savons qu'à 18 ans, on vient d'avoir le bac. On doit faire ses études. Au moment où les orphelins ont plus besoin d'aide, cette aide-là leur est retirée. Et aujourd'hui, c'est notre principal combat. Il y a également la question du renflouement du bateau. Cette question, à une époque, avait fait débat, mais je pense que pour mettre fin à ça, c'est assez normal. Je demande juste qui laisserait le corps de ses parents ailleurs, en mer, et refuserait de l'enterrer proprement. Ce n'est pas dans notre culture. Également de faire de la journée du 26 septembre une journée du souvenir. Et en dernier point, la question du mémorial musée. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, cette question est d'actualité parce que ce mémorial musée devant comprendre un centre sur la sécurité humaine et la gestion des préventions des risques. Et aujourd'hui, avec la recrudescence des accidents et autres, c'est plus que jamais d'actualité. L'accident survenu aux îles de la Madeleine n'a pas la même ampleur que le naufrage du MS le Diola, on est bien d'accord. Il y a près de 20 ans, la catastrophe maritime avait fait près de 2000 morts. Certains voient tout de même des similitudes entre les deux naufrages. Le président de l'association sénégalaise des consommateurs Ascosen en fait partie. Momar Ndao pointe la négligence et le manque de préparation à ce genre de catastrophe, aussi bien sur terre qu'en mer. Moustapha Gabar Diop Mafalfal signe le reportage. « 600 morts sur les routes du Sénégal tous les ans.
un chiffre dévoilé par la sécurité routière en juillet dernier, mais sur lequel il ne faut pas trop se fier selon l'ASCOSEN, l'Association sénégalaise des consommateurs. En effet, elle remet en question la méthodologie pour recenser ces accidents et diagnostiquer leurs causes. Il faudrait qu'après chaque accident, qu'on puisse aller dans le fond pour comprendre pourquoi il y a eu cet accident-là. L'autre élément extrêmement important, c'est la qualité des véhicules qui circulent. Aujourd'hui, vous voyez un véhicule qui ne répond à aucune norme de sécurité et qui pourtant circule avec une visite technique donnée par une autorité administrative habilitée. Il y a un problème. L'autre élément, c'est que vous voyez des personnes irresponsables qui conduisent des véhicules de transport en commun. Ça veut dire qu'ils ont la vie de plusieurs dizaines de personnes entre leurs mains et qui conduisent en état d'ébriété ou qui ne sont pas suffisamment expérimentés pour le faire. Une plus grande attention semble de mise pour prévenir la mort des usagers des services de transport. Mais tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions suffisamment dissuasives. Il y a toujours la possibilité de négocier, la possibilité d'essayer de rattraper. Tandis que si vous allez dans tous les pays organisés, quand il y a une infraction sur le code de la route, il n'y a pas de négociation. La réglementation est appliquée. Si vous devez payer, vous payez. Si vous devez vous devez perdre votre permis, vous le faites, etc. Donc, tant qu'on n'aura pas une certaine rigueur dans la surveillance du respect des décisions et règlements, on ne va pas s'en sortir. Au-delà de la sensibilisation, l'ASCOSEN préconise que les services de secours soient dotés de plus de moyens, des dispositions qui auraient pu permettre d'éviter la tragédie survenue aux îles de la Madeleine lundi. L'État doit investir dans la protection civile. C'est extrêmement important. La protection civile, d'abord sur tout ce qui est trait à la prévention, parce que investir aussi uniquement pour pouvoir intervenir sans pouvoir prévenir aussi, là aussi, ces médecins après la mort. Investir sur la formation de tous les guides et accompagnements qui vont, en tout cas, avoir la responsabilité de convoyer des personnes en mer ou en voiture, etc. Depuis le début de l'année, les accidents se suivent dans la mer et sur nos routes au Sénégal sans sembler créer de réels changements dans nos comportements et nos pratiques en matière de transport. Un nouveau patron pour la gendarmerie nationale, le général de division Jean-Baptiste Tine, remplace le général de corps d'armée Chersène, atteint par la retraite. Un décret du président de la République qui fait du premier nommé le nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, qui est général Jean-Baptiste Tine, fils d'un ancien officier de la gendarmerie. Il a été formé dans les meilleures écoles de guerre. Son pédigré avec Hassan Gueye. Jean-Baptiste Tine est très ouvert d'esprit, accessible et d'une grande culture générale. Le général de division qui vient d'être promu au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire a reçu une très bonne formation militaire. Sorti diplômé de Meknès, l'école royale du Maroc, Jean-Baptiste Tine a commandé des unités d'intervention de la LGI à Saint-Louis ainsi qu'à Ziguinchor. Sa nomination est une suite logique. Il était jusque-là haut commandant en second de la gendarmerie. En terrain connu, le nouveau patron de la maréchaussée est fils de gendarme. Son père fut lui-même un officier. Jean-Baptiste Tine, 38 ans de service, est né le 4 septembre 1961 à Thiès, dans le quartier de Ngent. Serrère montant, il était fait général en janvier 2013. Nul doute qu'il saura répondre de façon efficace aux défis sécuritaires auxquels notre pays, entouré par une ceinture de feu, doit répondre. Tout à fait autre chose, la Caisse des dépôts et consignations, un modèle économique, c'est la conclusion de la 5e édition du Forum de Dakar. Les participants en provenance de plusieurs pays ont échangé sur la question suivante.
Quelles ressources pour le financement des infrastructures structurantes? La CDC du Sénégal a été présentée comme modèle au regard de ces importants investissements dans de nombreux projets. Le compte-rendu de la rencontre, Oumar Kane, Séléman Diallo. La Caisse des dépôts et consignations, un modèle économique pas très bien connu, mais ô combien important. C'est la conviction du directeur général de la CDC du Sénégal. Les fonds en déshérence et l'épargne de la diaspora seront abordés durant les panels. C'est un modèle qui a besoin d'être vulgarisé. C'est un modèle qui n'est pas très bien connu, mais c'est un modèle qui est en train d'être éprouvé à travers le monde. Les grandes lignes sont résumées dans les panels que nous allons organiser tout à l'heure. Nous allons parler par exemple des fonds en déshérence, des fonds sans propriétaire que les caisses veulent collecter, c'est important. Le deuxième panel va parler de l'épargne de la diaspora. Vous savez que nos amis de la diaspora, nos parents de la diaspora envoient beaucoup d'argent, pour parler de façon très simple, au Sénégal. Et nous avons besoin de canaliser ces flux d'argent pour essayer d'investir en tout cas, faire des investissements structurants pour notre pays. Des investissements structurants dans les pays, la Caisse de dépôt du Sénégal s'y emploie déjà, selon son directeur général. C'est un modèle porteur important dans le dispositif et dans le développement de ces pays-là. Est-ce que saviez-vous que l'Air Sénégal appartient exclusivement à la Caisse de dépôt et de consignation? C'est important de le savoir. Est-ce que vous saviez que la Caisse de dépôt contribue pour 9,4% au capital de la CNLE? C'est important. Est-ce que vous saviez que c'est la Caisse de dépôt qui a quasiment financé, en tout cas en contribuant dans le capital du fonds d'investissement qui a investi à Bohol pour l'énergie photovoltaïque? C'est important de le savoir. Donc nous contribuons pour beaucoup dans le développement de ces pays et nous avons l'ambition d'être le premier investisseur institutionnel. Beaucoup de pays, notamment africains, ont participé à ce forum. Certains sont d'avis que les caisses de dépôt et consignation peuvent être un outil pour financer l'économie des pays de l'IOMOA. Nous avons pensé que le modèle de caisse de dépôt et consignation peut être un instrument de financement du développement de nos économies. Tous les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, nous pensons que le modèle de caisse de dépôt peut être un instrument supplémentaire pour financer le développement. Le 5e forum des caisses de dépôt et consignation se tient à Dakar depuis hier, 2 jours durant lesquels les directeurs généraux de plusieurs pays vont réfléchir sur la problématique des ressources pour le financement des infrastructures structurantes. Cinéma, si vous rêvez d'être producteur ou réalisateur, Cinécap vous offre l'opportunité de réaliser votre rêve. Un programme de formation pour de jeunes cinéastes de la sous-région se tient dans la capitale sénégalaise. L'ambition de cette formation est de booster l'industrie cinématographique en Afrique. Cinécap est une société dirigée par Omar Sall, coproducteur du film Atlantique, Grand Prix du Festival de Cannes dernièrement. La caméra du très cinéphile Ibrahima Kamara n'a pas raté cette occasion. Le Cinécap, à travers son programme Upcourt, compte former de jeunes réalisateurs et producteurs en chant contre chant pour le meilleur du cinéma africain. Cette année, on lance ce programme avec de l'innovation parce que, comme je dis, en chant, nous avons les réalisateurs et en contre-chant, nous avons lancé la formation de producteurs. Et cette formation ne se limite pas seulement au Sénégal. Donc, il y a pour la formation des producteurs 5 Sénégalais et 5 autres de la sous-région. Un atelier de 6 mois qui sera couvé par des enseignants de qualité. Des réalisateurs, des producteurs pour qu'ils viennent au moins se partager leur expérience. Et cet atelier qui va durer au moins, je pense, 6 mois, sera réellement encadré par des experts, en l'occurrence M. Baba Diop, M. Alpha Sadogano, M. Alain Gomis et tant d'autres. Cette formation permettra une création d'emplois et poussera les États à s'intéresser au financement du 7e art. Le moteur d'un film, c'est la production, va germer, ce qui va pousser à des États qui n'ont pas eu de fonds encore à pouvoir créer des fonds pour soutenir quand même l'économie et l'industrie du cinéma. Ces futurs producteurs et réalisateurs seront accompagnés par Cinécap dans le long terme afin de devenir des précurseurs du cinéma africain.
L'actualité à l'étranger est dominée par un grave incendie dans une école au Libéria, une école coranique plus précisément. Le bilan est de 26 morts. En RDC, l'armée affirme avoir tué le chef de la rébellion rwandaise. Et puis, le secrétaire d'État américain affirme que l'Arabie saoudite a été frappée par ce qu'il qualifie d'attaque iranienne. Mike Pompeo évoque un acte de guerre. Récit El Haj Malik Sissi. Au Libéria, un incendie d'origine inconnue a causé la mort de 26 élèves et de 2 enseignants d'une école coranique des environs de la capitale libérienne Monrovia dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé la présidence. Les secours ont indiqué au président qu'il y avait 28 victimes, selon le porte-parole du président Georges Weah, qui s'est rendu sur place mercredi matin. Il ajoute que ces victimes ont entre 10 et 20 ans. Il y avait seulement 2 adultes et 2 enseignants. En République démocratique du Congo, les forces armées ont annoncé qu'elles avaient neutralisé définitivement cette nuit le principal chef militaire des milices Hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda, Sylvestre Mudakumura. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour les miliciens Hutus rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 2 décennies. Le porte-parole de l'armée congolaise, le général Léon Richard Kazongo, assure qu'une unité spéciale de l'armée congolaise a localisé et neutralisé de manière définitive le chef militaire des FDLR au cours d'une opération qui s'est déroulée dans le groupement de Hutu du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Riyad a affirmé aujourd'hui que les attaques du week-end contre ces sites pétroliers étaient parrainées par l'Iran. Le Royaume a dévoilé des débris présentés comme des preuves indéniables d'une agression iranienne. Comme les États-Unis, l'Arabie saoudite pointe la responsabilité de l'Iran après les attaques contre 2 de ses installations pétrolières. Le 14 septembre dernier, Riyad a déclaré mercredi 18 septembre que ces attaques provenaient du nord et ont été commanditées par Téhéran, précisant que le Royaume enquêtait toujours sur le lieu exact de leur lancement. Dans la foulée, l'ONU a annoncé l'envoi d'experts en Arabie saoudite pour enquêter sur les attaques. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, en visite mercredi en Arabie saoudite, a de son côté qualifié l'attaque d'acte de guerre qu'il a attribué une nouvelle fois à l'Iran. Dernière note de ce journal, un gros plan sur la floraison des stations-service. Une réglementation existe, mais elle reste muette sur la distance à respecter. Un vide juridique qui fait place nette aux menaces sur la sécurité des personnes et des biens. Quand l'abondance de biens, justement, est porteuse de nuisances, le grand angle du jour est signé Babacar Touré Cherougaï. Actuellement, au Sénégal, les stations-service poussent comme des champignons. Dakar enregistre la plus forte concentration. Une situation qui s'explique par l'enjeu économique de la capitale. 70% des volumes du pays sont consommés à Dakar. L'autre raison, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le différentiel de transport. Parce que l'État octroie 20 francs de transport aux pétroliers sur la structure des prix. Alors, hors de Dakar, vous êtes à plus de 20 francs et il y a un différentiel que l'État doit vous payer. Ce qui fait que les gens, ils préfèrent s'implanter à côté de Dakar pour éviter d'avoir un problème de trésorerie, c'est-à-dire de payer un transport qui n'est pas rapidement récupérable. Le rush des stations-service dans la capitale sénégalaise ne va pas sans poser la problématique de la sécurité. Quelle distance de sécurité faut-il garder entre 2 stations? Une question non encore prévue par la législation sénégalaise. C'est un vide juridique, ça n'existe pas. Comme pour les pharmacies, pour les stations, il n'y a pas de distance de sécurité. Alors, des propositions ont été faites à la primature. On a fait des ateliers avec la primature et les différents services et les acteurs. Des ateliers très intéressants. Il y a eu des recommandations fortes qui ont été dégagées, parmi lesquelles une proposition de distance de sécurité entre les différentes stations. Avec ce vide juridique, les stations-service s'engouffrent le long des axes routiers de Dakar dans une promiscuité inquiétante. Mais les spécialistes rassurent sur la sécurité. Les tiers doivent être à 10 mètres des parois de distribution et les établissements contenant du public doivent être à 15 mètres des parois de distribution. Les cuves sont enterrées dans des bacs bien construits avec du ciment, avec une double enveloppe.
est enterrée. Les tuyauteries sont enterrées. Et quand la station est mitoyenne à des tiers, il est impératif de construire un mur coupe-feu. Ce mur coupe-feu permet de contenir, par extraordinaire, s'il y a du feu, un incendie, ce mur coupe-feu permet de le contenir le temps que les services des sapeurs-pompiers arrivent. Au Sénégal, on compte actuellement plus de 800 stations-service. Les 3/4 sont implantés à Dakar. Une floraison qui résulte de la libéralisation de la distribution des hydrocarbures en 1998. Et c'est fini pour ce soir. Notez vos rendez-vous dans la soirée. Hier, dans un instant avec Sophia Ba, le temps qu'il fait, mais également les nouvelles de l'atmosphère. Un peu après, il nous inspire avec professeur Songde Diouf. Et puis un peu plus tard dans la soirée, les informations dernières en Wolof du Kim Khibari Soda Diakhumpa. Demain, 19h45, Khalifa Diakhaté. Merci, excellente soirée.